d'existence, 6 ans au service des droits de l'homme. Voilà, je pourrais dire ce qui pourrait résumer l'histoire de l'IHDH. Tout a commencé en 2013, à l'occasion d'une séance de travail entre Rodolfo Matelo, ancien ambassadeur des Nations Unies de l'Amérique du Sud en Haïti, et le docteur Pélissier. C'est à ce moment que l'idée de la création d'une Académie des droits de l'homme a été discutée pour la première fois. À l'époque, les deux défenseurs des droits humains analysaient ensemble la meilleure approche pour introduire une institution qui s'occupe essentiellement de la dimension académique des droits de l'homme en Haïti. Le but de cette démarche s'inscrivait directement dans la dynamique de complément des organisations de la société civile, dont l'action pendant les 30 dernières années était accentuée sur le monitoring et la dénonciation des violations. Donc, il s'agissait vraiment d'introduire une approche académique, donc d'introduire une approche académique dans la lutte contre les violations des droits de l'homme en Haïti. Un an plus tard, nous sommes en 2014, après le départ de l'ambassadeur Mata Rollo et son décès à Buenos Aires la même année, le docteur Pélissier a pris l'initiative de fonder l'Institut haïtien des droits de l'homme, IHDH, que nous connaissons tous aujourd'hui. Les 2 premières années ont été consacrées à la structuration de l'institution, à la définition d'une stratégie quinquennale et à l'organisation de quelques activités. On fait un bond en avant et nous sommes à présent en 2017. L'IHDH est officiellement lancé en hommage à l'ambassadeur Mata Rollo. L'invité d'honneur, le professeur Gérard Gourg, à l'époque, fut lui-même fondateur de la première organisation des droits humains en Haïti, la Ligue haïtienne des droits de l'homme, en 1978, qui, à l'époque, avait été créée pour lutter contre la dictature de Jean-Claude Duvalier. Nous sommes à la 4e session de l'Université d'été des droits de l'homme. Une session qui porte le nom de Christian Farel, un modèle inspirant qui est avec nous ce matin. Je voudrais croire que le thème de cette année, la corruption et les droits de l'homme, reflète une constante réalité et une triste réalité de notre histoire. C'est une réalité qui s'est particulièrement aggravée pendant les 2 dernières décennies. Il faut bien qu'on le comprenne. La corruption, c'est la forme la plus grave de violation des droits économiques et sociaux. La corruption n'offre aucune possibilité aux plus démunis, aux plus défavorisés et aux plus jeunes générations. Malheureusement que face à ce fléau, la justice, on s'aperçoit, procède par délégation, dans ce sens que la justice renvoie ses responsabilités à la société, à la collectivité. Parce que, en effet, depuis le procès de la consolidation au début du XXe siècle, là je parle du gouvernement de Nord-Alexis, certainement, on a l'impression que la justice a cessé de sévir contre la corruption. C'est dans la mobilisation sociale qu'on retrouve l'engagement contre la corruption. La mobilisation sociale est importante. Elle témoigne un niveau de prise de conscience collective, un niveau de compréhension de la gestion de la chose publique par rapport à la responsabilité des États. Mais en aucun cas, elle ne peut ni remplacer, ni jouer le rôle de la justice. À part la justice, à part la mobilisation, l'Institut haïtien des droits de l'homme croit fermement que l'enseignement aux droits de l'homme, que la sensibilisation peuvent aussi jouer un rôle fondamental dans la lutte contre la corruption. Et lorsqu'on est dans la mobilisation, on est dans la justice, on est dans la répression, on est dans la dissuasion, en quelque sorte. Parce qu'on crée des précédents. Parallèlement, lorsqu'on honore ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est beau, on est dans la persuasion, on est dans l'encouragement. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas suffisamment.
Mais heureusement que l'OPC s'est inscrit dans cette démarche et ce dont j'ai une bonne dose d'optimisme, le protecteur pourra me donner raison après, c'est dans cette optique que cette salle a été baptisée la salle Victor Benoît. C'est dans cette même optique que dans cette salle récemment, une journée a été organisée en hommage à Franck Etienne. Et c'est dans cette même optique suprême que ce matin, l'Institut haïtien des droits de l'homme est fier et heureux d'accueillir comme invité d'honneur Kessner Farrell, notre cher Woro, qui a fait un travail colossal dans la gouvernance, dans l'investissement, dans le budget. Et il demeure à nos yeux un modèle incarné d'engagement, de constance, d'intégrité, de sérieux et surtout, ça c'est très important, d'humilité. Ce qui prouve que par ailleurs, notre société est fondée sur un ensemble de valeurs et aujourd'hui, ou minoritaires qu'elles soient, ces valeurs, nous les avons. Il nous a été demandé d'intervenir sur la thématique de la corruption qui justement fait partie de notre projet. Nous avons accepté non seulement parce que cette thématique nous interpelle, mais aussi parce que au sein de l'organisation, on accorde une importance primordiale à la relève générationnelle. Nous avons déjà accompagné plusieurs étudiants et étudiantes qui sont maintenant des avocats et des avocates au Gonaïve. Nous avons également accompagné des étudiants et étudiantes ici à Port-au-Prince et présentement, en nos bureaux, nous avons 2 stagiaires. Donc c'est pour dire que cette activité nous tient encore à cœur. On est en train de parler de la lutte contre l'impunité et la corruption. On connaît déjà les conséquences de ces 2 thématiques. L'impunité, comme vous le savez déjà, encourage l'insécurité. L'impunité encourage les violences faites aux femmes. Présentement, vous le savez déjà, le corps des femmes est utilisé par les gangs comme arme de guerre. La population également en souffre. Il se trouve que l'impunité et la corruption marchent de pair. La corruption se présente ou est présente partout et affaiblit malheureusement nos institutions. Les crimes du passé demeurent impunis. Les crimes financiers sont également impunis, ce qui encourage la corruption. D'ailleurs, le World Justice Project a mentionné qu'Haïti se trouve à la 130e sur 140 pays en termes de corruption. Les détournements de fonds publics également sont très présents. Vous connaissez déjà les dossiers. La corruption continue d'être un problème prédominant tant au sein de l'administration publique que dans le secteur non public en Haïti. L'ONG Transparency International nous donne également des chiffres. Selon cette ONG, Haïti est le pays le plus corrompu des Caraïbes en 2022 avec un score de 17 sur 100. J'ai bien dit 17 sur 100 dans le classement mondial. Cette année, le thème central est donc corruption et droits de l'homme. C'est un thème d'actualité, mais c'est aussi un thème très significatif. C'est l'occasion pour moi de rappeler que la corruption constitue une entrave à l'épanouissement, à l'exercice, à la jouissance des droits humains. Quand la corruption, qui est le plus souvent liée à l'impunité, s'installe dans un pays, comme c'est le cas pour Haïti, les fonds du trésor public sont violés parfois. Ils sont détournés et les membres de la population
ne peuvent pas avoir accès à la santé, à l'éducation, à la nourriture, à l'électricité, à l'eau potable et autres besoins de base. Ce sont des cas de violation des droits de l'homme, car les droits économiques, sociaux et culturels constituent des droits fondamentaux des droits humains. J'espère donc que cette formation qui va se dérouler durant cette semaine, avec la visite de différents sites, avec la visite de certaines institutions travaillant dans le domaine, vous permettront, mes chers participants et participantes, de mieux cerner, de mieux appréhender d'un point de vue classique, mais aussi de manière pratique, la problématique de la corruption au regard des droits de l'homme. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne participation et faites, tenez-vous bien, bonne provision de connaissances. Je déclare donc ouverte la 4e session d'édition de l'Université des droits de l'homme qui se tient à la salle de conférence Victor Benoît de l'OPC. Je suis très ému et je dois coller là un petit peu là parce que je ne peux pas attendre moins à ça. Et moi, je honorer le monde du jour, mais ça, matin, c'est vraiment de haut niveau. J'apprécie parce que très souvent, c'est lorsque le monde mourit, on fait bel travail pour eux. Et moi, qui vivais très content de ça qui a passé là. Christian Farel sort des cailles. Pourquoi le nom de Roro? C'est tout simplement le jour de ma naissance, ma grande soeur qui disait qu'il y a un petit Roro que maman le fait rouler. Donc il n'y a vraiment pas de relation entre Roro et Christian. Donc ceci dit, je disais tout le temps, la situation qu'il y avait, la chance. Parce que moi, j'ai fait dans la ville locale, sous grand rue locale, trop loin, pas de l'hôpital là, et trop loin, pas de l'école Cafrère. Donc, quand il y a un monde qui a fait chardonnière, qui peut être beaucoup plus intelligent que moi, mais pas de possibilité de faire beaucoup dans l'hôpital, il doit tout mourir. Dans taux de mortalité maternelle, nous allons parler de corruption. Il n'a pas de chance de passer dans une bonne école. Donc, étant des cas, étant chez les frères, ayant ces facilités, contre le football, donc il y a eu des opportunités et je peux vous dire, toute ma vie, je n'ai pas payé trop comme pour l'école. Je fréquentais les frères de l'instruction chrétienne, on payait 12 gouttes par mois, pardon, par trimestre, excusez-moi. Donc 12 divisé par 3 faisait 4 gouttes, donc 4 gouttes par mois pour une éducation de qualité, je disais. Et je suis resté au cas jusqu'à la classe de 3e secondaire parce qu'il n'y avait pas la seconde. Et arrivé ici à Port-au-Prince, donc la situation n'était pas aussi facile parce que sortant de sa maison pour venir ici. Mais on savait exactement ce qu'on voulait faire. Et ayant l'opportunité de jouer au football et d'avoir une bourse d'études, j'ai pu laisser le pays parce que mes parents n'auraient pas eu la capacité pour payer l'université de George Washington qui coûtait à l'époque, dans les années 80, 20 000 $ américains par année. Donc pas aucune possibilité ça. C'est tout simplement un Haïtien qui avait eu des problèmes avec Duvalier, Georges Eblin, qui était entraîneur de l'équipe de George Washington University, qui m'avait donné cette opportunité pour fréquenter cette université. De là, je suis retourné après mes études en Haïti et je fréquentais, comme je disais, chaque été, parce que je n'étais pas encore marié, pas de bill, et je n'étais pas en éducation, donc chaque été, je me rendais à Volte pour des cours. Et ça m'a facilité également d'entrer à cette école lorsque la bourse de la Banque de 100 millions $ américains pour une année m'a permis d'avoir une maîtrise en habitation publique.